Merci à tous d'être là. J'ai une question déjà à vous poser. Une ère digitale, est-ce que c'est quelque chose de concret? Est-ce qu'on vit dans un monde digital aujourd'hui? En un mot, est-ce que c'est oui? Est-ce que c'est évident? Parce qu'on en parle beaucoup. Et c'est vrai que, de notre point de vue, eh ben, ça a investi la vie de tous les jours. On utilise les technologies dans notre vie quotidienne et à plusieurs moments de la journée, n'est-ce pas? Tout à fait. Je pense que c'est vrai. Pour autant, je pense qu'il y a une grande partie de la population française et mondiale qui n'a pas accès à ces technologies et qui n'a pas forcément accès à Internet. Et l'objectif de Sherit, c'est justement de réduire ce gap entre ces différents acteurs. C'est exactement ça. C'est de ça dont on va parler aujourd'hui. Est-ce que ce monde digital, c'est réellement pour tout le monde et partout? Et avec nous, donc, on a donc Marie qui a déjà parlé, qui a déjà donné le nom de sa structure, de sa start-up. C'est une start-upeuse, Station F, mais pas que, pour une société qui s'appelle Sherit. Et c'est aussi l'intention, c'est d'être un accélérateur pour encourager les autres entreprises à se développer et à utiliser la technologie. Vous êtes convaincus que la technologie est un des meilleurs moyens de changer le monde. Donc on va en parler avec vous. À côté de vous, nous avons Gaston Joly, qui lui est un senior advisor de Huawei. Et c'est vraiment important de vous avoir ici avec nous parce que finalement, à vous seul, vous représentez l'infrastructure un petit peu, hein, l'aspect technique de cette ère technologique. Et on va en parler un petit peu avec vous. Je vous remercie beaucoup. À côté de vous, nous avons Marie-Claire Capobianco, qui, je pense, vous la connaissez. Elle fait partie, on la voit très régulièrement dans les médias. Elle a une carrière incroyable, notamment chez BNP Paribas, mais pas que. Pas que. C'est une femme d'influence qui est engagée pour justement développer l'entrepreneuriat féminin et son engagement est visible à travers plusieurs supports et on en parlera aussi avec elle. À vos côtés, je voudrais saluer Emmanuel Marine qui est là aujourd'hui et qui est le directeur général France et Belgique, n'est-ce pas, de Airbnb. Airbnb qui est une communauté aussi. Souvent on parle de communauté, on pense à des territoires, mais aujourd'hui dans ce monde digital, les communautés sont aussi des communautés d'internautes, sont aussi des communautés de start-upers, sont aussi des communautés de consommateurs et c'est un petit peu de ça dont on va parler aujourd'hui. Je voudrais d'abord donner la parole à Marie. Si vous pouviez partager avec nous votre expérience, votre regard et aussi la mission que vous vous êtes attribuée grâce à Sherit. Avec plaisir. Donc j'aimerais revenir sur pourquoi Sherit a été créée. Ça ne vous aura pas échappé, il y a deux révolutions qui évoluent en parallèle. C'est-à-dire qu'il y a d'un côté les nouvelles technologies qui, depuis une 50aine d'années, transforment nos manières de vivre, de travailler. Et d'un autre côté, on voit émerger des entrepreneurs sociaux qui adressent des social business models pérennes. Par exemple, un des plus connus, c'est Mohamed Younous, qui est l'inventeur du microcrédit. Et on s'aperçoit que ces entrepreneurs sociaux, ils pourraient réellement changer d'échelle grâce au digital. Or, il y a un vrai problème d'accessibilité aux ressources. Je pense que vous pourrez peut-être tous en témoigner autour de la table. Même quand on s'appelle Airbnb, recruter des bons développeurs, des bons techs, des bons chefs de projet, c'est extrêmement compliqué. Alors, lorsqu'on est un entrepreneur social ou une association, c'est quasiment mission impossible. Et du coup, nous, on a voulu essayer d'apporter une première réponse à ces entrepreneurs sociaux qui veulent justement utiliser la tech comme un levier démultiplicateur d'impact. Et c'est pour ça que Sherit a été créé. Et concrètement, on code des solutions digitales complexes pour aider ces entrepreneurs sociaux dans la démultiplication de leur impact. Et pour le faire, on est accompagné par de grands groupes, par de grandes entreprises, mais des moins grands aussi. Accenture, qui est notre partenaire historique et fondateur, qui nous accompagne depuis le début et qui dédie des personnes, donc des chefs de projet, des développeurs à temps plein sur des missions entre 6 mois et 2 jusqu'à 3 ans. Et c'est vraiment ça qui fait la valeur ajoutée de notre programme. C'est-à-dire qu'on est persuadé que les belles boîtes tech de demain, et notamment Tech for Good, elles se construiront avec des personnes qui sont dédiées à 100% sur leur expertise. Et pour vous donner peut-être un exemple très concret de solution qu'on a pu développer, aujourd'hui on est assez agnostique quant à la problématique sociale ou sociétale qui est adressée, qu'elle soit environnementale, qu'elle soit autour de l'éducation. Voilà, on adresse plein de thématiques différentes. Et on a accompagné un projet qui s'appelle Signe de Sens, qui aujourd'hui travaille avec toute la communauté des personnes sourdes et malentendantes. Aujourd'hui, il y a 300 000 personnes en France qui sont définies par la fédération officielle comme sourdes profondes.
Parmi ces 300 000 personnes, 150 000 parlent la langue des signes. Et ce que Signes de Sens a fait, c'est premièrement de se dire, on avait des dictionnaires papier, c'est-à-dire que je suis sourde, je veux connaître un mot en langue des signes, j'ai un dictionnaire papier et je vois en face une image. Donc ils ont premièrement, la première brique qu'ils ont faite, c'est créer le dictionnaire Helix qui permet, je vais sur internet et je peux chercher la définition d'un mot et avoir tout de suite la vidéo en langue des signes. Ce qu'on a développé dans le cadre de Share It, c'est ce qu'on appelle une extension web. Je suis par exemple sur un article du Monde. Il y a le mot écologique que je ne connais pas, parce que ce que j'ai peut-être pas précisé, qui est important de savoir, c'est que la plupart de ces personnes sont atteintes d'illettrisme et du coup, tout ce contenu web leur est inaccessible. Et ça crée encore plus cette fracture sociale. C'est exactement ce par quoi vous avez introduit le SOGÉ, c'est-à-dire que le digital, aujourd'hui, c'est quelque chose qui peut fédérer des communautés, mais c'est aussi quelque chose qui peut créer une vraie fraction sociale. Et donc, pour revenir sur Signes de Sens, ce qu'on a développé, c'est une extension web qui permet tout de suite d'apporter en vidéo la traduction en langue des signes. C'est-à-dire que j'ai plus à ouvrir un autre onglet, taper mon mot, parce que je vais le faire une fois, deux fois, et à la troisième fois, je vais juste arrêter de lire un article et je vais passer à une autre activité. Mais là, je vais pouvoir lire un article entièrement et enrichir mon vocabulaire parce que j'ai l'instantanéité de la vidéo qui va faire cette traduction-là. C'est ça. Donc en fait, Tech for Good prend tout son sens. Vous essayez de rendre service, et c'est en fait la ligne, le fil conducteur de Day One, c'est comment mettre les technologies, le digital au service de l'homme et pour le développement humain. C'est un petit peu ce que vous faites. Et est-ce que du coup, vous êtes partenaire, vous travaillez main dans la main avec l'autre volet dont on a besoin, hein, c'est l'infrastructure, la technologie, le réseau. Vous êtes là, monsieur Khouri, pour en témoigner. Vous avez une expérience dans les télécommunications de plus de 2 décades. Vous êtes senior advisor à Huawei. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire de votre engagement au sein de Huawei pour le Tech for Good? Justement, enfin, je pense qu'on a un engagement complètement similaire à ce qu'on parle de Tech for Good, mais chez Huawei, on a le Tech for All, qui est un programme aussi pour favoriser l'inclusion digitale. Hein, au niveau des, vous savez, la mission de Huawei est principalement pour assurer la connectivité à chaque personne, chaque famille et chaque entreprise. Donc on parle vraiment de tous les domaines. Et le Tech for All programme qu'on a lancé depuis le début de cette année, on parle de 3 niveaux. Hein. On parle de la connectivité d'abord, parce que c'est intéressant de parler de digitalisation, mais si on n'a pas la connectivité qu'on peut offrir à tous les utilisateurs, ça nous pose problème. Et surtout aujourd'hui, on parle de la connectivité à haut débit, parce que c'est bien d'avoir des applications qui tournent, mais si vous avez une petite connectivité, vous parlez de Edge tout à l'heure, ou des niveaux bas, ben on n'arrivera pas à utiliser ces applications. Donc on a d'abord un programme d'assurer une connectivité sur tout le territoire. D'ailleurs, vous parlez de connectivité de haut débit de territoire, je ne peux pas m'empêcher de dire que quand même, Monaco est le premier pays entièrement recouvert par la 5G, effectivement, et notamment avec Huawei. Nous avons lancé en mai dernier, c'était le premier pays couvert en 5G. Mais encore une fois, on parle de la 5G, mais quand on regarde la France aujourd'hui, il y a des zones où il n'y a même pas la 3G. Donc il y a beaucoup de travail à faire pour offrir, ne serait-ce que la 4G aujourd'hui, à tous les utilisateurs. Mais aussi, on parle de la radio, mais aussi, pourquoi ne pas penser aussi, quand on parle de la THD, de la haute définition, la haute densité, c'est avoir le débit fibre. Donc il y a la problématique de la couverture de la fibre. C'est pour ça que chez Huawei, on travaille aujourd'hui sur des solutions qui puissent aider les opérateurs à couvrir les zones. On parle des zones blanches, les zones grises en France actuellement, et on aide beaucoup les opérateurs à déployer dans des zones un peu mal couvertes pour des solutions qui soient adaptées financièrement. Parce qu'il ne faut pas oublier, le coût de la couverture est énorme pour assurer l'infrastructure dans des zones isolées. On travaille beaucoup, on a des exemples, par exemple en Afrique ou en Asie, où on a trouvé des solutions, ce qu'on appelle le Rural Star, c'est des solutions très bas coût pour avoir une bonne couverture pour des zones isolées. Hein. Donc ça, c'est pour la partie connectivité. Deuxième point qui est important aussi pour assurer de réduire cette différence au niveau de l'inclusion digitale, c'est aussi proposer des solutions pour des applications. Parce que c'est simple d'avoir, même si on a le haut débit, à part la télé, c'est intéressant, mais ce n'est pas suffisant. Il faut aussi qu'on puisse donner les moyens aux opérateurs de développer des applications qui puissent utiliser
qui puisse servir aux utilisateurs. On a le même exemple chez nous, ce qu'on appelle Storyline, qui est aussi pour les malentendants, mais qui a été développé en Angleterre, pas en France. Et c'est la même chose, c'est à travers l'intelligence artificielle, pour les jeunes enfants, ils ont le langage des signes. Quand ils veulent regarder une BD ou un bouquin sur leur smartphone, ils ont entièrement le langage des signes qui leur traduit la lecture de ce livre-là. Donc voilà un peu un autre aspect. Et troisième aspect que je voudrais assister, c'est que c'est bien d'avoir la connectivité, c'est bien d'avoir les applications, mais il faut aussi penser à la formation des gens. C'est qu'il y a aussi un gap énorme aujourd'hui en Europe et en France sur la connaissance digitale. C'est qu'aujourd'hui, il faut former les étudiants, il faut former les utilisateurs à utiliser les applications et à utiliser Internet. On sait très bien qu'aujourd'hui, pour les gens de certain âge, quand ils peuvent utiliser une fois, deux fois Internet, et quand ils n'arrivent plus, ils laissent tomber. Et donc, ils ne vont pas pouvoir profiter de cette digitalisation. On parle de la digitalisation de l'économie au niveau gouvernement. Quand on veut payer ses impôts aujourd'hui, il y a des gens qui ne savent pas utiliser. Et comment former ces gens-là? Donc, on a développé aussi des programmes. En France, on appelle ça Seed for the Future, où on prend des étudiants pour les former et on les envoie en Chine aussi pour avoir des relations avec des sociétés chinoises, comprendre comment la digitalisation se passe en Chine. On a aussi notre programme qui utilise, on essaye d'utiliser des startups aussi pour la formation de digital. Donc on travaille avec la Web Academy. Donc voilà, c'est la formation qui est importante. C'est tout un écosystème vertueux et qui peut aussi être à l'origine d'échanges intergénérationnels. Vous parliez des seniors, vous parliez des étudiants, qui me fait penser d'ailleurs à une des associations qui a été fondée par Denis Jacquet, qui est justement l'accélérateur de croissance et qui vise à faire migrer les seniors des grands groupes vers des startups et des PME pour ensemble être dans un échange intergénérationnel et faire des échanges d'expériences. Donc c'est un petit peu ce dont vous parlez et ça souligne encore une fois qu'il s'agit là d'un écosystème vertueux qui peut être du tech for good et du tech for all aussi, comme vous l'avez dit, donc démocratiser et rendre accessible et le contenu et les outils. À côté de vous, Madame Capobianco, bon, vous êtes directrice de croissance des entreprises, vous êtes membre du comité exécutif de BNP Paribas, vous faites partie du classement Forbes des 40 femmes françaises, vous êtes très engagée sur ces thématiques-là. Est-ce que vous pouvez nous dire comment vous vous retrouvez dans ce sujet-là, de digital pour tous, digital pour tout le monde? Est-ce que c'est une réalité? Si ça l'est, et si ça ne l'est pas, comment faire en sorte que ça le devienne? Bon, alors déjà, la réponse à la question, est-ce que c'est une réalité? Oui, bien sûr, c'est une réalité. Et alors, je pourrais illustrer à plusieurs niveaux, parce que c'est une réalité. Alors, si je prends l'activité de la banque, une banque, c'est une boîte de tech, en fait. Et pourtant, l'humain est complètement au cœur de l'activité de la banque. Donc, on voit bien à quel point la tech est absolument partout. Mais la tech, c'est vraiment un outil. Enfin, Jean-Dominique Senard l'a redit ce matin. Il faut vraiment concevoir toute la partie technologique, toute la capacité que ça génère, comme étant un outil au service de l'humanité en quelque sorte. Donc il faut que ce soit for good. Donc pour moi la tech ne peut être que for good. Il y a le risque qu'elle ne le soit pas, mais elle ne peut être que for good. Alors une fois qu'on a dit ça, moi ce que j'ai plutôt envie de partager avec vous, c'est justement le sujet, alors Gaston Coury l'a évoqué, le sujet du besoin de former beaucoup, et puis lié à cela finalement la vie dans les territoires, parce que je crois que c'est important aussi de montrer que ça peut aussi être un facteur d'inclusion et il faut le considérer comme tel. Alors bon, nous en tant que grande banque et en tant que grande entreprise, nous considérons qu'on a vraiment un rôle à jouer, une contribution à un meilleur futur. Donc on a des thématiques fortes d'engagement corporate. Dans ces thématiques d'engagement, il y a l'inclusion dans les territoires, c'est-à-dire là où nous sommes, comment faire pour les faire mieux vivre. Et puis il y a également, en global, l'inclusion des jeunes, par exemple. Quand on parle d'inclusion des jeunes, on voit bien qu'il y a un sujet assez fondamental aujourd'hui. On a finalement, quand on regarde la France, il y a une inégalité, une vraie inégalité en France. C'est pas du tout l'inégalité des revenus ni quoi que ce soit, parce qu'on a des moyens de redistribution qui viennent l'atténuer considérablement. C'est l'inégalité des chances. L'inégalité des chances, c'est quoi? C'est que si vous êtes dans un territoire, alors territoire, c'est aussi bien d'ailleurs des quartiers, enfin des banlieues, mais c'est aussi des quartiers au sens zone rurale, c'est aussi des petites villes, etc. Où là,
il n'y a pas du tout le même accès à l'éducation, à la formation, à des moyens donc de pouvoir accéder à un emploi que ce qu'on peut trouver dans les grandes villes. Il est donc très important d'apporter dans ces territoires la capacité justement à garder dans le territoire les jeunes qui y sont et leur donner envie d'y rester, parce qu'on leur donnera envie d'y rester si on leur apporte justement les moyens de travailler sur place et donc de vivre, de faire vivre une famille. Or finalement, je trouve que la technologie peut permettre cela dans deux niveaux. Un, la technologie permet d'amener le travail quelque part. Avant, les gens allaient travailler quelque part. Bon, aujourd'hui, on peut très bien déporter des travaux, par exemple, nous, banques, on peut déporter des appels clients, des besoins clients, des demandes, des réponses, n'importe où. C'est-à-dire qu'on peut très bien envoyer dans un petit village, si on a une agence bien évidemment, mais on peut envoyer du travail quelque part, et donc ne pas demander à ce que les personnes se déplacent, mais on peut amener le travail là où elles sont. Donc on voit que la technologie peut permettre cela. Ça, c'est quelque chose que vous développez ? Ça, c'est un point que nous sommes en train de développer et qui permettra d'ailleurs de faire de la transformation d'emplois et donc de conserver les emplois dans les territoires tout en les rendant très technologiques, si vous voulez. Enfin, du moins, le vecteur sera technologique. Ça, c'est un premier point. Mais après, on peut aussi, surtout accompagner les jeunes. Alors, il y a un tissu, en France, il y a un tissu associatif. Enfin, Marie parlait de tout ce qui est fait par les entrepreneurs sociaux, qu'ils soient d'ailleurs sous format entreprise ou association. Il y a un formidable tissu qui agit énormément pour justement accompagner, préparer les jeunes. Et je pense par exemple à une association formidable qui s'appelle Chemin d'avenir, Salomé Berriou, qui, elle, s'intéresse précisément à des jeunes dans les petites villes ou les zones rurales qui ont besoin d'avoir accès à des formats d'éducation, si vous voulez, mais qui n'y ont pas nativement cet accès. Et donc, via le digital, ces jeunes peuvent très bien avoir un tuteur, c'est-à-dire un parrain, peu importe comment on l'appelle, un mentor, qui va se retrouver, qui doit être vraiment ailleurs, mais qui va pouvoir apporter cet enseignement et qui doit pouvoir appuyer. Donc, on va leur apprendre. Donc du coup, à BNP Paribas, ce sont des initiatives qui vous touchent, qui vous parlent et que vous soutenez ? Oui, très clairement, on en soutient beaucoup parce que ça fait partie pour nous de l'engagement d'entreprise que nous devons avoir. Et dès lors qu'on a cette thématique inclusion des jeunes, si vous voulez, ça matche totalement avec. Autre exemple que je vais vous citer, on a besoin donc de former, on sait à quel point on manque cruellement de codeurs, enfin ça c'est le premier niveau, mais enfin on manque de développement de ces métiers, vous l'évoquiez. Et ce qui est intéressant, c'est que finalement, par rapport à aujourd'hui, le diplôme est très, très déterminant dans les possibilités d'emploi. Les gens ont besoin d'avoir des diplômes, etc. Mais finalement, quand on est sur ce genre de sujet, où finalement tout le monde se retrouve à peu près à égalité, puisqu'il n'y a plus le passage par un diplôme existant, on peut très bien former des jeunes de tous horizons, on peut former des réfugiés, on peut faire tout un tas de choses. Et donc, on travaille par exemple avec Simplon, qui est une association qui veut transformer justement des décrocheurs de l'univers scolaire, elle veut les transformer en codeurs, donc et elle le fait également avec des réfugiés de la même façon, et nous travaillons avec eux pour permettre justement, alors quand je dis nous travaillons, ça veut dire que nous les aidons, bon, à la fois financièrement, mais pas que financièrement. Nous les aidons beaucoup humainement parlant. C'est-à-dire que nous avons des personnes de chez nous qui sont mentors, qui donnent donc dans le cadre de bénévolat de compétences ou de mécénat de compétences, qui donnent du temps pour accompagner ces jeunes. Donc il y a tout un tas d'initiatives qui permettent d'accompagner la formation de jeunes qui sont un petit peu partout dans des zones qui ne sont pas les zones centre-ville, grande ville, mais qui leur permettent d'accéder du coup à une formation qui leur permet d'accéder à un emploi avec des emplois qui peuvent être partout. Donc moi je crois fondamentalement que la tech, ça doit être for good, ça doit permettre d'apporter du travail, indépendamment des origines sociales, indépendamment des capacités de faire des grandes écoles et autres, au contraire qui doit permettre d'apporter cet accès finalement à l'éducation, cet accès à l'emploi, et cela dans les territoires. Apporter du travail, quitte à en supprimer certains. Parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, quand on parle de tech, quand on parle d'intelligence artificielle et de l'emploi, souvent c'est anxiogène, alors qu'en réalité, comme vous le dites, ça ouvre la porte à de nouvelles opportunités. Je pense, juste un mot là-dessus, je pense que, de toute manière, c'est absolument inéluctable que la technologie soit de plus en plus développée. Ça, c'est inéluctable. Alors, il y a deux façons de voir les choses. Où on voit le verre à moitié vide et on dit « Ah oui, mais c'est dramatique parce que les emplois disparaissent ». Ou on le voit à moitié plein et on dit « Non, non, mais il y a des créations d'emplois, il y a des transformations d'emplois ».
Et puis s'il y a de la croissance, ça fait quand même de l'emploi en plus aussi. Donc Et moi je d'ailleurs, pense le qu'il faut secteur bancaire accompagner cela. est un des secteurs Bien sûr. qui subit les plus grandes Et transformations où et on qui s'adapte. transforme les emplois. Et en ce qui concerne transformation, on a parmi nous Emmanuel Maril qui représente Airbnb. Il est directeur général d'Airbnb France, d'Airbnb Belgique. Qui parmi vous a déjà réservé une nuit à travers le site de Airbnb? Je m'adresse à vous. Je vois des mains se lever. Moi, je lève la mienne. Je la lève 2 fois même. Ça m'est arrivé plusieurs fois. Et je pense que Emmanuel aussi est un consommateur parce que c'est un globe-trotteur passionné de voyage et c'est peut-être ceci qui a expliqué cela. Hein. Je sais que vous êtes fan de technologie, fan de voyage. Airbnb, c'est un petit peu le croisement des deux? Je l'avais jamais vu comme ça, mais oui, peut-être. Oui. Alors, je suis pas un fan absolu de technologie. Je trouve ça intéressant. C'est un moyen, c'est pas une finalité pour moi. Mais ce que je trouve intéressant, je rebondis sur ce que vous disiez à l'instant. Quand on prend l'industrie du tourisme, de l'hôtellerie, on oppose souvent Airbnb aux hôtels. On dit voilà, la technologie Airbnb va avoir un impact sur le secteur qui existait déjà. L'hôtellerie existe depuis très très longtemps. On regarde les chiffres, il y avait un article hier dans la presse française sur le nombre d'hôtels qui ont été construits à Paris, qui est une ville qui est un peu dans les spotlights sur ce sujet Airbnb. 99 hôtels l'année dernière. 99 hôtels, des taux d'occupation qui n'ont jamais été aussi beaux, aussi forts en France, quasiment partout. Un été incroyable. Mis à part 2016 post-attentat, l'industrie de l'hôtellerie sur les 10 dernières années s'est fortement développée, ce qui est formidable. Et Airbnb en parallèle s'est aussi fortement développé, c'est aussi formidable. Donc ça veut dire que globalement le gâteau grossit et donc il y a la place pour tout le monde. Donc technologie et perte d'impact négatif sur d'autres secteurs, je pense que c'est pas valable partout et c'est vraiment un point qui est important. Et pourquoi ? Ça rejoint exactement le thème de ce qu'on vient de se dire. Pourquoi ? Parce que simplement, en réalité, quand on prend l'échelle d'une ville, Airbnb, c'est ce que vous disiez, c'est pas que les campagnes, c'est aussi les banlieues, par exemple. Le développement des banlieues, dans les banlieues notamment autour de Paris, est très fort. C'est plus de x2 en termes d'offres par rapport à il y a 2 ans. Ça se développe, mais ça se développe pas parce que je trouve qu'il faut que ça se développe. Ça se développe parce que les voyageurs considèrent que c'est intéressant d'y aller. Le tourisme est un marché d'offres. S'il y a un logement sur Airbnb ou un hôtel, les gens vont y aller. S'il y a un logement dans le 93, dans le nord du 93, il y aura des gens pour y aller. C'est comme ça que ça se passe aujourd'hui. Parce qu'il y a des conférences, parce qu'il y a des matchs au Stade de France, parce qu'il y a des concerts, parce qu'il y a plein de choses qui s'y passent, et donc les gens vont y aller. Ça, c'est à l'échelle des grandes villes. Et quand on prend à l'échelle du pays, j'étais la semaine dernière à Toulouse pour remettre le prix du village le plus accueillant d'Occitanie. C'est le village de Bozoul, je ne trahis rien parce que c'était en une de la dépêche la semaine dernière, le village de Bozoul, dans l'Aveyron, qui a gagné ce prix. Le maire de ce village était sur scène. Quand je lui ai remis le prix, il était ému, très ému, parce que c'est un village de quelques milliers d'habitants. Et le fait de savoir que dans son village, il y avait une vingtaine de personnes qui mettaient leur logement sur Airbnb, qui avaient accueilli 750 voyageurs sur les 12 derniers mois, et qu'il avait une note de 4,9 sur 5, donc il était très accueillant, il était fier. Ça a ramené de l'économie, ça a ramené de l'activité pour le bistrot, pour l'épicerie du village, et ça ramène de la fierté et du lien social. Et c'est ça qui est fondamental, le lien social. C'est vrai que l'impact et l'utilité de sites comme Airbnb sont d'autant plus significatifs et appréciables dans les zones ou les villages où l'offre hôtelière n'est pas très... Ça rend finalement ces régions et ces villages accessibles aux gens qui veulent les visiter et qui n'auraient peut-être pas pu y séjourner s'il n'y avait pas eu d'Airbnb. Même des pays... Airbnb est présent dans 191 pays. Donc, au niveau planétaire, il y a une taille qui est quand même colossale. Et au niveau de la France, on est présent dans 22 500 communes sur 35 000. Donc, il y a un niveau de granularité de la présence qui, oui, va permettre de remettre sur la carte du tourisme des endroits qui avaient un peu disparu. Le tourisme est de fait, et ça vous le savez, on le sait tous, concentré. On parle de quelques villes, on a Venise en tête, on a Dubrovnik, on a les centres-villes de Barcelone, de Amsterdam, qui sont des villes où le tourisme est très concentré. Mais à l'échelle de l'Europe ou à l'échelle même de la France, le tourisme a un avenir colossal. Il est tellement concentré qu'il y a des zones entières magnifiques, des territoires incroyables, qui sont totalement abandonnés, hors des sentiers battus complètement, mais qui sont complètement abandonnés au tourisme. Donc je pense qu'il y a un enjeu du online vers le offline, donc la tech au service des populations, que ce soit par le pouvoir d'achat ou le lien social, par la formation, par la réinsertion, par la découverte et par assouvir son besoin de curiosité, et par la rencontre. On voit aujourd'hui qu'il y a beaucoup de gens qui voyagent finalement en étant hébergeurs sur Airbnb sans voyager, juste parce qu'ils accueillent des gens qui viennent des quatre coins du monde. Je pense qu'il y a un enjeu qui est... alors moi je suis évidemment un grand défenseur je suis convaincu que la tech
va faire du bien. Évidemment, il faut mettre des contraire m'aurait garde-fous, il étonné. faut faire attention, mais évidemment, j'en suis absolument convaincu. J'ai travaillé auparavant à Airbnb, j'étais chez Facebook. Facebook permettait à des gens, via les groupes Facebook, de communiquer, de créer de l'échange. La mission de Facebook était « Make the world more open and connected ». La commission d'Airbnb, c'est « Belong anywhere », habiter le monde. Donc je pense que voilà, ces technologies-là, finalement, elles ont tous ces aspects et je pense que c'est important. C'est ça, et souvent les craintes qui naissent de ces nouvelles technologies viennent de la méconnaissance, on ne connaît pas, et surtout de nos habitudes. On a des habitudes de consommation, on a des habitudes culturelles, on a des réflexes, et c'est un petit peu ça, le frein quelquefois, et peut-être qu'ensemble, vous tous, dans vos secteurs d'activité différents, c'est grâce à vos actions, et votre visibilité aussi, eh bien que finalement les modes de consommation, les habitudes vont changer petit à petit, et avec ça, peut-être que les gens auront un petit peu moins peur, soit de perdre de l'emploi, soit d'utiliser une nouvelle technologie, et se l'approprieront un petit peu davantage. Un petit mot de la fin, juste pour chacun de vous, dans cet échange sur le sujet. Vous avez évoqué un sujet qui est important, c'est justement pourquoi on est 4 acteurs de tailles différentes et on est réunis autour de la table. Je pense qu'à travers Share It, par effet ricochet, on a finalement réuni 2 mondes, et des petits et des grands. C'est-à-dire que ce n'était pas forcément notre objectif initial, mais on s'est dit, si on veut accompagner les meilleurs entrepreneurs sociaux qui sont souvent seuls ou à 2, 5, 10, 50, qui ont des tailles modérées et qu'on met en face de grands groupes comme Accenture, mais des groupes aussi plus modestes, c'est hyper intéressant et on peut se dire, ok, on voit très bien qu'est-ce que les grands vont apporter aux petits. De la structuration, de la méthodologie, des enseignements, parce que justement les grands groupes utilisent ces technologies depuis des années lorsque des entrepreneurs sociaux tâtonnent et ne savent pas comment faire et se posent tout un tas de questions. Et je partage aussi tout à fait ce point de se dire qu'on voit la tech comme un outil et absolument pas comme une finalité en soi. Et ce qui est important de comprendre, c'est que, et qui est peut-être moins évident pour vous tous, c'est comment est-ce que les petits peuvent aussi apporter aux grands. Et je pense qu'il y a 2 points qui sont importants à souligner, et c'est ce que nous disent les Wavestone, les Accenture qui nous accompagnent depuis le début et qui vont continuer à le faire pendant un long moment, je pense. C'est beaucoup d'entre nous sommes à la recherche de sens, et ça permet de nourrir ça. Et 2, les missions sur lesquelles ils détachent leurs collaborateurs sont des missions à temps plein. Et c'est-à-dire que jusqu'auparavant, on se disait, j'ai mon job, et si je veux faire de l'impact, il faut que je sois bénévole et que ce soit en dehors de mon job. Et donc, ce qu'on fait à travers Share It, c'est de travailler sur un projet qui est au cœur de leur mission. C'est-à-dire que je suis développeur, c'est ce que je fais au quotidien et c'est ce que j'adore faire. Et je mets, dans le cadre de Share It, mes compétences à disposition. Et Merci donc, Marie, c'est exactement ça. Et en fait, vous me servez la transition vers la séance d'après, qui justement va parler de comment est-ce que les nouvelles technologies peuvent réunir ces différentes communautés, peuvent réduire les fractures digitales éventuellement existantes. Donc je vais donner la parole au prochain speaker, mais avant ça, je voudrais juste un mot de la fin, Gaston et Marie-Claire. Je pense que c'est très simple. On a parlé de Tech for Good, on parle de Tech for All chez nous. La technologie est un outil qui doit aider à fédérer les gens, sachant qu'aujourd'hui, quand on parle de digitalisation, on parle d'une transformation, on parle de la transformation de la société, et il faut que cette technologie puisse accompagner cette transformation. Donc c'est pour ça qu'on travaille beaucoup plus sur comment cette technologie va être perçue par les utilisateurs et comment elle peut servir cette transformation de la société. Ça, c'est un point important. Je ne vais pas rentrer trop dans le détail, mais c'est ça qu'il faut prendre en compte. Mais on peut entrer plus dans le détail, si vous voulez, avec les séances mythes de speakers qui ont lieu juste après dans l'espace Palmier auquel vous êtes invités, et vous aussi, ici présents dans la salle. Marie-Claire, un mot ? La tech doit être un moyen d'inclusion économique, et l'économie ne peut être qu'inclusive. Merci. Emmanuel ? Non, je suis absolument d'accord avec tout ça. C'est formidable, on est d'accord. Je vous remercie, je vous demande d'applaudir nos speakers. Et je vous invite à les rencontrer si vous avez des questions à leur poser plus en détail. Merci à vous.